La qualité de nos constructions s'améliore tous les jours et à tout point de vue, thermique, acoustique, qualité de l'air. En 30 ans, les exigences énergétiques se sont renforcées. Depuis quelque temps, les réglementations régionales sur les performances énergétiques des bâtiments imposent le respect de nouveaux critères comme le niveau de consommation en énergie primaire, plus communément appelé le niveau E. Plus ce niveau E est faible, plus le bâtiment est performant et consomme peu d'énergie. Or, les exigences énergétiques sont encore appelées à se renforcer dans le futur. Compte tenu de cette évolution prévisible, il faut dès à présent s'y préparer et viser à construire des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Dans ce contexte, l'étanchéité à l'air des bâtiments représente un potentiel d'amélioration important, car elle contribue à réduire les consommations énergétiques des bâtiments et à améliorer ainsi le niveau E de l'ordre de 10 à 15 points selon les bâtiments. Cette tendance à construire des bâtiments de plus en plus performants en termes d'énergie, tant en construction neuve qu'en rénovation, rendra donc la réalisation d'une très bonne étanchéité à l'air des bâtiments indispensable. À l'heure actuelle, on observe encore trop souvent des fuites d'air importantes, par exemple au niveau des toitures inclinées, au passage de conduites et gaines ou encore au pourtour des châssis. Mais l'étanchéité à l'air, qu'est-ce que c'est? Un bâtiment doit être étanche à l'air un peu comme il doit être étanche à l'eau. On va devoir limiter au maximum les fuites dans l'enveloppe, au travers du bâtiment, entre l'extérieur et l'intérieur. Pour ça, il faut donc réaliser une barrière étanche à l'air continue tout autour du bâtiment. Avec l'eau, c'est assez facile parce qu'on voit les fuites, on voit les gouttes, on voit les taches d'humidité. Par contre, avec l'air, c'est beaucoup plus difficile puisque l'air est invisible et donc on ne va s'en rendre compte que lorsqu'on ressentira un courant d'air froid, en hiver par exemple. Rendre un bâtiment étanche demande donc une bonne conception et un grand soin au moment de la réalisation. Les avantages d'un bâtiment étanche à l'air sont multiples. Tout d'abord, on comprend que des fuites importantes peuvent engendrer des courants d'air, potentielle source d'inconfort pour les occupants. Ensuite, ces fuites ont un effet néfaste sur la consommation énergétique du bâtiment. En effet, l'air froid extérieur pénétrant dans le bâtiment via les fuites doit être réchauffé alors que l'air chaud intérieur s'en échappe. Enfin, une bonne étanchéité à l'air limite aussi les risques de condensation. En effet, des défauts d'étanchéité permettraient à l'air intérieur, chaud et humide, de s'échapper et d'entrer en contact avec une surface froide, créant ainsi un risque de condensation et d'éventuels dommages au bâtiment. Une bonne étanchéité à l'air d'un bâtiment doit toutefois se faire en assurant une ventilation de base. Celle-ci passe par l'installation d'un système de ventilation hygiénique qui permet d'obtenir une bonne qualité d'air intérieur, indispensable à la santé des occupants, tout en maîtrisant les quantités d'air frais apportées. Les systèmes de ventilation à double flux permettent d'installer un échangeur de chaleur qui récupère la chaleur de l'air extrait et limite ainsi fortement les déperditions thermiques liées à la ventilation hygiénique. Il est important de garder à l'esprit qu'il y a 3 notions indissociables: l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air et la ventilation. Une bonne étanchéité à l'air du bâtiment ne peut pas se concevoir sans une bonne ventilation. Il est donc indispensable d'installer un système de ventilation qui va permettre d'obtenir une bonne qualité d'air tout en maîtrisant les flux d'air dans le bâtiment. Il existe différents systèmes de ventilation, naturels ou mécaniques, à simple ou double flux. Parmi les différents systèmes de ventilation, le système de ventilation mécanique double flux avec un échangeur de chaleur permet de récupérer une partie de la chaleur de l'air extrait et ainsi de limiter les déperditions calorifiques du bâtiment. Alors, comment réussir une bonne étanchéité à l'air? Tout d'abord, il est indispensable d'y réfléchir dès la conception. Le volume protégé est le volume que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques. Il est délimité par l'isolation thermique. Celle-ci doit absolument être continue pour éviter les ponts thermiques. Ensuite, le concepteur doit prévoir une barrière à l'air continu du côté chaud de l'isolant pour éviter le risque de condensation interne et les courants d'air. La présence d'un pare-vent, d'une sous-toiture ou d'un parement à l'extérieur de l'isolant ne dispense pas de prévoir cette barrière d'étanchéité à l'air.
D'une manière générale, il faut veiller à limiter le nombre de percements de la barrière d'étanchéité à l'air. L'emplacement des installations électriques, de chauffage, de distribution d'eau ou de ventilation en dehors du volume protégé implique des dizaines, voire dans certains cas des centaines, de percements de la barrière d'étanchéité à l'air et autant de sources potentielles de fuite. Le nombre de ces percements peut être très fortement limité simplement en intégrant ces installations dans le volume protégé. Pour chaque élément de l'enveloppe, comme les murs, les fenêtres, la toiture ou le plancher, le concepteur détermine le matériau approprié pour assurer l'étanchéité à l'air. Cependant, on comprend facilement que la principale difficulté se situera au niveau des nœuds constructifs ou à la jonction entre ces différents matériaux. Prenons un exemple, la jonction entre le plancher et les murs de façade. Donc ici, ce qu'on a demandé, qui n'a pas été très bien réalisé, mais c'est ce qu'on voudrait, c'est que le plafonnage descende complètement jusqu'au sol pour que le raccord soit étanche entre le béton et le plafonnage. Et puis après, on va avoir la membrane qui vient emballer la chape et la chape qui va être coulée. Donc là, normalement, l'air, même si l'air parvient à se glisser derrière la membrane, l'air ne pourra plus ressortir au niveau des joints. Dans le cas des murs maçonnés, c'est l'enduit mural qui assure l'étanchéité à l'air en partie courante. Pour les toitures inclinées ou planchers des combles, il est souvent nécessaire de prévoir une membrane qui jouera simultanément le rôle de pare-vapeur et de barrière d'étanchéité à l'air. Donc la membrane ici assure l'étanchéité à l'air sur toute cette partie-là. Le béton coulé sur site assure l'étanchéité ici, mais il faut absolument prévoir quel est le lien qu'on va faire entre les deux. Donc plusieurs choix sont possibles. Le plus économique, c'est un joint de colle, par exemple, ici sur la partie de béton, et venir appliquer la membrane dedans. Mais bien entendu, il faut que le sol soit propre. Donc toute la partie poussière non adhérente que nous avons ici doit être nettoyée. Donc on peut dire que pour faire de l'étanchéité à l'air, il faut absolument un chantier propre. Voyons à présent la jonction entre les murs de façade et la toiture. On utilise ce type de raccord qui est donc un mélange de membrane souple avec un film qui va venir se positionner dans le plafonnage. D'où l'intérêt d'avoir une synchronisation et une compréhension de nos deux métiers pour que le plaquiste ou le plafonneur comprenne qu'il doit intégrer la membrane dans son travail, qu'il ne la laisse pas pendante parce que là, l'utilité est nulle puisque le passage de l'air se fait, alors que quand la membrane sera collée et que le plâtre sera venu reprendre le filet, l'étanchéité à l'air sera faite. Le passage des gaines techniques doit également faire l'objet d'une attention particulière. Lorsqu'une gaine technique traverse la barrière d'étanchéité à l'air, le percement réalisé peut être une source de fuite. Il faut donc veiller à assurer un raccord étanche à l'air entre la gaine et la barrière d'étanchéité à l'air, par exemple en utilisant des manchons prévus à cet effet. Ceux-ci sont placés en même temps que la gaine et doivent être collés à la barrière d'étanchéité à l'air environnante. Et puis on a la partie horizontale, et nous pouvons trouver dans la partie horizontale des percements dus par exemple, des gaines de ventilation. Chaque percement, et je rappelle qu'il y en a très peu, il y en a quelques-uns, ceux qui sont vraiment nécessaires, mais chaque percement doit être prévu avec une solution adaptée. Donc dans ce cas-ci, c'est une membrane type EPDM qui en serre la buse, et cette membrane EPDM est elle-même recollée sur la membrane d'étanchéité. Par contre, vous pouvez remarquer que tout ce qui est gaine électrique se trouve bien du côté chaud intérieur, donc on est sans rupture, sans passage de membrane, toute l'installation électrique est assurée à l'intérieur de cette enceinte. Lorsque l'enduit mural assure l'étanchéité à l'air, les interruptions de cet enduit constituent également des sources potentielles de fuite. C'est par exemple le cas au niveau des blochets électriques ou des dalles béton cachées par des faux plafonds. Prenons un dernier exemple, la jonction entre les menuiseries et le plafonnage. Plusieurs conceptions sont envisageables. Une première solution consiste à utiliser un arrêt d'enduit et réaliser le plafonnage jusqu'à cet arrêt. Il faut ensuite prévoir un joint souple sur le pourtour du châssis. Ce joint est important pour éviter la formation de fissures qui nuiraient à l'étanchéité à l'air du raccord.
Une autre solution consiste à placer une bande d'étanchéité intégrée au châssis. Cette bande est composée d'une partie adhésive qui se colle au châssis avant ou après sa pose et d'une autre bande adhésive ou d'un treillis à noyer dans le plafonnage, assurant ainsi une continuité de la barrière d'étanchéité à l'air. Ce type de pose requiert un minimum d'expérience, mais il faut une bonne compréhension et coordination entre les différents corps de métier pour que chacun sache ce qu'il doit faire, pourquoi il doit le faire et quand il doit le faire. Il est évident que l'étanchéité à l'air est une caractéristique globale d'un bâtiment. Cela signifie que de nombreux corps de métier sont impliqués et qu'ils auront un impact sur la performance atteinte en fin de chantier. Il faut donc veiller à ce que chaque homme dispose de l'information nécessaire sur la nature et la position de la barrière d'étanchéité à l'air, de manière à la placer soigneusement ou simplement pour respecter le travail de ses confrères et veiller à ne pas l'endommager lors d'une intervention ultérieure à la pose. Un travail de formation-sensibilisation est important pour la performance finale. Il est important de retenir que l'étanchéité à l'air des bâtiments est tributaire à la fois de la conception et de l'exécution. Ces deux phases doivent être accomplies correctement pour obtenir une bonne performance globale. Une fois tous les nœuds constructifs réalisés avec soin, c'est le moment de vérifier l'efficacité du travail accompli en réalisant une mesure de l'étanchéité à l'air. L'étanchéité peut être déterminée au moyen d'un essai de pressurisation. Pour ce faire, le bâtiment est mis en surpression, puis en dépression par rapport à l'extérieur au moyen d'un ventilateur installé dans une porte ou une fenêtre extérieure. La quantité d'air entrant ou sortant est mesurée et permet ainsi de donner une image de la quantité de fuite sur l'ensemble du volume protégé. Outre la mesure quantitative, il est possible d'utiliser un fumigène au moment de la mise en dépression du bâtiment pour localiser les fuites et tenter de les corriger. En cas de projet avec un niveau d'étanchéité à l'air ambitieux, il est recommandé de procéder à des mesures intermédiaires à différents stades du chantier de manière à pouvoir évaluer la qualité du travail réalisé et apporter des corrections ou améliorations si nécessaire, tant que la barrière d'étanchéité est encore accessible. Dans le cas des parois légères, ce sera par exemple après la pose du pare-vapeur et des gaines techniques, mais avant la pose de la finition intérieure. Pour résumer, l'étanchéité à l'air des bâtiments, combinée à une bonne isolation thermique, devient un poste incontournable pour atteindre une bonne performance énergétique du bâtiment. Bien conçue et complétée par un système de ventilation efficace et bien mise en œuvre, elle permet d'économiser de l'énergie, d'améliorer le confort des occupants et d'éviter les risques de condensation. Cela vaut donc la peine d'y prêter attention. Pour en savoir plus, consultez le site portail énergie du CSTC, énergie.cstc.be, rubrique étanchéité à l'air. J'engage nos collègues à regarder ce film avec intérêt et de comprendre et de poser des questions sur ce qu'est l'étanchéité à l'air. Si les autres maillons de la chaîne participent à notre travail, on atteindra des normes énergétiques d'une qualité extraordinaire.